Le jour de mes 14 ans, mes parents ne m'ont offert ni cadeau ni gâteau. Au lieu de cela, mon père a posé un cadenas sur notre réfrigérateur, s'est tourné vers moi et a dit: L'enfance est terminée. Si tu veux manger, achète tes propres courses. Et au sens, à partir de ce jour, j'ai dû travailler 3 emplois à temps partiel juste pour me payer de la nourriture, des vêtements et des fournitures scolaires, tout en regardant mes parents gâter mon petit frère avec du luxe. Mais cela ne leur suffisait pas. Le jour de mes 18 ans, mon père a fait glisser un avis d'expulsion sur la table. Payez-nous 800 dollars de loyer par mois ou faites vos sacs et partez. Je suis partie ce soir-là sans rien à mon nom et je ne suis jamais revenue en arrière. 16 ans plus tard, un coup frappé avec désespoir a résonné à la porte de mon cabinet d'architecture. Assurez-vous de rester jusqu'à la toute fin et commentez ci-dessous de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Luna Vance et à 31 ans, je suis fière propriétaire principale d'un cabinet d'architecture commerciale florissant à Seattle. Mais si vous m'aviez vu il y a 17 ans, vous n'auriez jamais imaginé que je survivrais assez longtemps pour bâtir une carrière, encore moins un empire. Le jour où tout s'est brisé était un mardi glacial d'octobre, le jour de mes 14 ans. Je suis descendue en m'attendant à l'odeur habituelle des pancakes, ou du moins à une reconnaissance discrète de ma mère, Karen. Au lieu de cela, la cuisine était silencieuse, à l'exception d'un clic métallique lourd résonnant dans le couloir. Mon père, Richard, se tenait devant le réfrigérateur avec un moraillon en acier et un lourd cadenas en laiton à la main. Il a fermé le cadenas d'un clic, a empoché la clé et s'est tourné vers moi avec de la glace dans les yeux. 14 ans, c'est assez vieux pour te débrouiller seule, Luna, a-t-il déclaré platement, sans même lever les yeux en s'essuyant les mains. L'enfance est un privilège, pas une garantie à vie. Si tu veux des courses, des vêtements ou des fournitures scolaires, à partir d'aujourd'hui, tu les achètes toi-même. Et attendez, j'ai cru que c'était une blague cruelle jusqu'à ce que les portes du garde-manger soient verrouillées avec de lourdes chaînes dès le lendemain matin. Pendant ce temps, mon frère de 12 ans, Julian, était assis à la table de la salle à manger en train de manger des baies. Baies importées, entouré de baskets de marque toutes neuves et de la dernière console de jeu que mon père lui avait fièrement achetée. Pour eux, Julien était l'héritier en or qui méritait le monde entier, et moi je n'étais qu'un fardeau coûteux dont ils avaient hâte de se débarrasser. À partir de ce jour, ma vie est devenue un flou incessant d'épuisement et de survie. Pendant que les autres adolescents traînaient au centre commercial ou s'inquiétaient des balles de fin d'année, mon emploi du temps était planifié à la minute près. À 5 heures du matin, avant même que le soleil ne perce l'horizon, j'étais sur mon vélo à livrer des journaux sous une pluie glaciale. Après une journée complète d'école, où je me cachais au fond de la bibliothèque à manger des crackers rassis achetés au magasin à 1 dollar et du thon en conserve, je me précipitais directement vers mes emplois du soir. Je passais 3 heures à récurer des casseroles graisseuses à l'arrière d'un restaurant local, suivi de 2 heures supplémentaires à donner des cours d'algèbre à des élèves plus jeunes. Chaque centime que je gagnais allait dans une enveloppe cachée sous mon matelas. Je payais moi-même mes manteaux d'hiver achetés dans des bacs de fripes, mon propre papier à cahier, mes propres produits féminins et mes propres visites chez le médecin quand j'attrapais la grippe. Mes parents ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils me regardaient simplement rentrer après 21 heures chaque soir, sentant le savon à vaisselle et la graisse complètement indifférents à mon épuisement. Pendant ce temps, Julian recevait une généreuse allocation hebdomadaire sans rien faire, conduisant une voiture neuve dès qu'il a eu 16 ans. J'ai enduré ce tourment pendant 4 ans, m'accrochant à un seul objectif: obtenir mon diplôme avec les honneurs pour décrocher une bourse d'études universitaires complète. Puis vint le matin de mes 18 ans. Je suis entrée dans la cuisine avec mon diplôme de lycée dans mon sac à dos. Mon père ne m'a pas souhaité un bon anniversaire. Il a simplement fait glisser une feuille tapée à la machine sur le comptoir en granit. Tu es légalement adulte aujourd'hui, a dit froidement Richard. À partir de demain, le loyer de ta chambre est de 800 dollars par mois, charges non comprises. Paye le premier du mois ou déménage. Je n'ai pas discuté et je n'ai pas versé une seule larme. J'ai simplement fixé la lettre de sommation, regardé mon père droit dans les yeux et j'ai hoché la tête une fois. En moins de 40 minutes,
Tout ce que je possédais était emballé dans 2 gros sacs poubelles noirs. Des chemises de travail d'occasion, 2 jeans, mes manuels scolaires et l'argent que j'avais économisé en récurant des soldes restaurants. Ma mère regardait depuis le canapé, les bras croisés, sirotant son thé sans prononcer un seul mot de protestation. Julia n'a même pas levé les yeux de son jeu vidéo. Je suis sortie par la porte d'entrée dans la pluie noire, et je ne me suis pas retournée. Les années suivantes ont été brutales. Pendant les 2 premiers mois, j'ai dormi sur un canapé-lit usé dans le minuscule sous-sol de mon amie Chloé, tout en enchaînant les doubles services. Mais j'avais obtenu une bourse d'études complète au mérite pour étudier l'architecture, et rien n'allait m'arrêter. Pendant que mes camarades faisaient de la fête le week-end, je vivais dans les ateliers de dessin de l'université, survivant aux nouilles instantanées, au café noir et à une discipline inébranlable. Je travaillais comme stagiaire rémunérée le jour et terminais des plans d'architecture tard dans la nuit. Chaque fois que mes mains se crispaient ou que l'épuisement menaçait de briser mon esprit, le souvenir de ce réfrigérateur cadenassé alimentait ma détermination. Le jour où j'ai quitté cette maison, je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne laisserai plus jamais personne détenir un pouvoir sur ma survie. J'ai changé de numéro de téléphone, supprimé mes anciens comptes de réseaux sociaux et complètement coupé les liens avec Richard, Karen et Julian. Pour moi, la famille qui m'avait rejetée n'existait plus. Je construisais une toute nouvelle vie en partant de zéro. Au cours des 16 années suivantes, ma détermination sans relâche s'est transformée en réussite indéniable. À 28 ans, j'ai cofondé Vance et Sterling Architecture, décrochant des contrats majeurs dans tout le Nord-Ouest Pacifique. En l'espace de 3 ans, notre entreprise s'est développée dans le réaménagement urbain commercial, gérant des projets structurels de plusieurs millions de dollars et gagnant une reconnaissance dans l'industrie. J'ai acheté ma propre maison moderne comptant, constitué un portefeuille d'investissement substantiel et atteint une indépendance financière complète. À mon insu, le château de cartes de mes parents s'effondrait. Alors que j'avais été forgé par l'adversité, leur fils en or, Julian, avait été complètement ruiné par l'indulgence. Richard et Karen ont financé tous ses caprices, payant pour 2 universités prestigieuses qu'il a abandonnées rapidement, avant de renflouer une succession de désastreuses entreprises commerciales. Julian a lancé un lounge haut de gamme qui s'est effondré en 6 mois, suivi d'une start-up de vêtements de luxe qui a accumulé plus de 400 000 $ de dettes envers les fournisseurs. Au lieu d'exiger des comptes, mes parents ont redoublé d'efforts. Richard a contracté une importante 2e hypothèque sur leur maison de banlieue, et Karen a vidé ses comptes de retraite pour couvrir les règlements juridiques et le style de vie croissant de Julian. Ils croyaient que leur fils choyé était un entrepreneur en devenir, aveugle au fait qu'il avait épuisé leurs économies. Quand les valeurs immobilières régionales ont chuté, le travail de consultant de Richard s'est tari, les laissant piégés sous des dettes qui s'accumulaient et des taux d'intérêt qui grimpaient. Désespérés de garder les apparences dans leur quartier aisé, ils ont fait défaut sur plusieurs prêts immobiliers, glissant vers la saisie, tandis que Julian les abandonnait pour la Californie du Sud. Ils se sont retrouvés face à une ruine financière totale. Et soudain, la fille qu'ils avaient jetée comme un déchet leur apparaissait comme leur seule bouée de sauvetage. La confrontation est survenue un jeudi après-midi animé. Je traversais les portes vitrées du siège de mon cabinet au centre-ville avec mon ingénieur en chef, en train de réviser des plans pour un nouveau centre commercial, quand une voix aiguë a percé le hall. « Luna, Luna, regarde-toi! » Je me suis figée. Richard et Karen se tenaient près de la réception. 16 ans n'avaient pas été cléments avec eux. Les cheveux de mon père étaient complètement blancs, ses épaules affaissées, portant un costume délavé qui pendait lâchement sur sa carcasse. Ma mère portait une robe démodée, serrant un sac à main de contrefaçon avec des jointures blanches de tension. Ma réceptionniste avait l'air mortifiée alors que Karen bousculait pratiquement la sécurité, un sourire larmoyant et répété plaqué sur son visage. « Oh, bonne nuit! Oh chérie, nous avons vu ton cabinet mis en avant dans le journal économique régional. » s'est exclamé Karen bruyamment, tentant de m'attirer dans une étreinte que j'ai immédiatement bloquée en faisant 2 pas délibérés en arrière. Nous sommes tellement fiers de toi. Nous avons toujours su que notre petite fille avait cette grandeur en elle. Que faites-vous ici?
ai-je demandé, ma voix calme, posée et totalement dépourvue de chaleur. Richard s'est raclé la gorge, tentant de retrouver la posture autoritaire qu'il utilisait quand j'avais 14 ans, mais ses mains tremblaient légèrement à ses côtés. Nous devons parler en privé, Luna, a-t-il dit, essayant de baisser la voix tout en regardant autour de notre bureau luxueux. La famille reste unie. Les choses se sont compliquées. La banque menace de saisir la maison familiale et Julien a besoin de capital de départ pour se relever. En tant que notre fille, c'est ton devoir filial de rembourser notre hypothèque et d'acheter une maison décente à ton frère. Après tout ce que nous t'avons donné, tu nous dois bien cela. Je n'ai pas fait de scène dans le hall. Je les ai plutôt calmement conduits dans la salle de conférence principale, désignant les fauteuils en cuir de l'autre côté de la table en acajou poli. « Asseyez-vous » ai-je ordonné. Ma mère a commencé à s'essuyer les yeux, essayant de se lancer dans un monologue répété sur le pardon familial. J'ai levé un seul doigt, la faisant taire instantanément. J'ai ouvert ma mallette, sorti un mince dossier en papier craft et fait glisser 2 documents sur la table. Le premier était un registre manuscrit jauni. Chaque dollar que j'avais dépensé pour les courses, les manteaux d'hiver et les fournitures scolaires entre 14 et 18 ans, totalisant près de 32 000 dollars. Le deuxième document était l'avis d'expulsion original que Richard avait tapé le jour de mes 18 ans, exigeant 800 dollars par mois pour une petite chambre. Vous avez dit que l'enfance était un privilège, ai-je dit, ma voix tranchant le silence de la pièce comme un rasoir. Vous m'avez dit que vous ne me deviez rien. Vous avez forcé une enfant à récurer de la graisse de restaurant jusqu'à minuit, juste pour acheter du pain. Et maintenant, vous osez entrer dans mon entreprise pour demander la charité. Le visage de Richard s'est empourpré d'un rouge profond. C'était de l'amour dur, Luna. Ça a fait de toi la réussite que tu es aujourd'hui. Non, ai-je répondu en me penchant en avant. Ma résilience a fait de moi une réussite. Votre cruauté n'était qu'un obstacle que j'ai dû surmonter. J'ai replongé dans le dossier et sorti un 3e document. Un transfert d'acte de propriété certifié. Il y a 2 semaines, mon entreprise de développement a acheté un portefeuille de créances commerciales en souffrance auprès de la First Regional Bank. Ce portefeuille comprenait l'hypothèque saisie sur votre maison de banlieue. Je ne vous dois rien, Richard, mais vous devez 460 000 dollars à mon entreprise. Et la couleur a complètement disparu de leurs 2 visages. Karen a haleté, se serrant la poitrine, tandis que Richard restait paralysé sur son siège. « Voici mes conditions », ai-je dit calmement. « Je ne vais pas vous expulser dans la rue aujourd'hui. Je vais vous relouer la propriété. Le loyer est exactement de 800 dollars par mois. Payez le 1er du mois ou déménagez. » Ils ont fixé le contrat de bail dans un silence stupéfait. Il ne restait plus de larmes à feindre, plus d'excuses manipulatrices à offrir. Richard a pris le stylo de ses doigts tremblants, a signé son nom sur la ligne pointillée et a repoussé les papiers sur la table. Ils sont sortis de ma salle de conférence la tête baissée, complètement dépouillés du pouvoir arrogant qu'ils avaient autrefois exercé sur une fillette de 14 ans sans défense. Pour la première fois en 16 ans, j'ai senti un poids disparaître de mes épaules. La justice n'est pas venue de la cruauté. Elle est venue du fait de me tenir complètement intouchable dans ma propre vérité. Je ne les ai pas brisés. Leur propre cupidité et leur propre sentiment d'avoir tout dû l'ont fait. Quant à Julian, il n'a jamais reçu 1 centime. Et mes parents ont enfin appris ce que c'était que de payer leur propre chemin. J'ai tourné le dos à leur ombre pour de bon, retournant au travail, à l'Empire et à la vie paisible que j'avais construite de mes propres mains. Maintenant, je veux vous demander, si vous étiez à ma place, leur auriez-vous proposé la relocation ou les auriez-vous expulsés immédiatement et seriez-vous partis? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus d'histoires réelles inspirantes et de cliquer sur les vidéos à l'écran maintenant pour regarder un autre parcours incroyable. Merci d'avoir regardé.